Dans le cadre des conférences grand public de l'Institut, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mme Raphaëlle Descloîtres, stagiaire postdoctorale à l'Université Laval. Sa conférence portera sur le texte médiéval. Merci Alexandre. Merci d'être là, un mercredi soir quand même, faut vouloir. Merci bien sûr à l'Institut d'études anciennes et médiévales pour cette belle invitation, au Morin Center de nous accueillir dans un endroit qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la bibliothèque juste de l'autre côté, ça vaut le détour, c'est un endroit absolument superbe. Donc, l'exploration à laquelle je vous convie aujourd'hui et qui se cache derrière ce titre un petit peu énigmatique, elle touche vraiment les fondements de l'étude de la littérature médiévale. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est d'interroger la textualité médiévale, une textualité qui est très différente de celle qui nous est familière et une textualité qui pose de réels problèmes, de réels défis à celui ou celle qui voudrait étudier les œuvres littéraires du Moyen Âge. Donc, très souvent, quand on fait une chronologie du Moyen Âge, une des dates qu'on va retenir conventionnellement pour marquer la fin du Moyen Âge, et là je vois mes collègues historiens sourire, avec raison, parce que bon, on ne rentrera pas dans ce genre de débat, mais une date qu'on retient souvent, c'est celle de 1453, qui, sur le plan politique, marque la chute de l'Empire byzantin, la fin de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, et aussi une date, et c'est pour ça que je la mentionnais, la date à laquelle, en fait, Gutenberg aurait imprimé sa première Bible, c'est-à-dire le premier texte imprimé en Europe. Gutenberg, je fais une petite parenthèse, on le présente souvent comme l'inventeur de l'imprimerie, mais en fait, il faut savoir qu'il y avait plusieurs personnes en Europe qui travaillaient en même temps à développer des moyens mécaniques de copie des textes. Donc, on a retenu le nom de Gutenberg parce qu'il a été au cœur d'un procès célèbre lors duquel il a absolument tout perdu, lors duquel il a dû remettre son invention à son créancier. Mais bref, Gutenberg, c'est le nom que la postérité a retenu, mais ce n'est pas nécessairement lui le seul qui travaillait sur l'imprimerie. Quoi qu'il en soit, qu'on attribue l'invention de l'imprimerie à Gutenberg ou à un autre, avec l'imprimerie, on se retrouve avec un système mécanique de copie et de transmission des textes particulièrement efficace. Ce n'est pas le premier système de copie, de reproduction mécanique. Avant ça, on avait la xylographie qui était pratiquée en Chine dès le 7e siècle, mais qui va se répandre en Europe seulement à partir du 14e siècle. Et encore là, ça ne sera pas un système trop utilisé parce que, somme toute, assez peu efficace. En quoi consiste la xylographie? C'est en fait un système de pochoir où on va graver le texte dans des planches de bois. En fait, on va graver autour du texte sur des planches de bois qu'on va ancrer et qu'on va utiliser pour presser sur le parchemin ou sur le papier. On voit en quoi c'est efficace. C'est efficace dans la mesure où, avec une planche de bois gravée, on peut produire plusieurs exemplaires d'un même livre, mais on voit en quoi ça a ses limites. C'est qu'une fois qu'on a utilisé une planche de bois qui fonctionne pour une page d'un texte, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réutiliser. Et donc, on peut comprendre pourquoi il y avait des recherches qui étaient menées pour essayer de développer un système de copie mécanique plus efficace. Et c'est là que l'imprimerie va avoir tout son intérêt. L'imprimerie, elle repose sur un système de caractères mobiles. Donc, on a des caractères en plomb comme ça, qu'on va sélectionner, insérer dans une structure pour constituer le texte de notre choix. Une fois qu'on a constitué donc ce texte, on encre, on presse, et une fois qu'on a terminé d'imprimer autant d'exemplaires qu'on veut du livre qu'on avait constitué, de la page qu'on avait constituée,
on retire les caractères, puis ils peuvent être réutilisés pour un autre texte, pour le nombre de textes qu'on veut. Donc l'imprimerie, elle permet une production rapide avec un nombre restreint de caractères d'un très grand nombre de textes. Et par extension, et c'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, l'imprimerie fait en sorte qu'on commence à fixer des états du texte, au sens où le texte va être identique d'un exemplaire à l'autre. Évidemment, si par exemple on réimprime une œuvre, bien là, il faut reconstituer le texte et là, il y a des modifications, des changements qui peuvent être apportés entre les différentes versions, mais si on utilise la même séquence de caractères, bien, tous les exemplaires vont être identiques. Et donc, l'imprimerie commence à fixer cette idée d'une stabilité du texte, d'une identité du texte entre les différents exemplaires. C'est quelque chose dont on est encore les héritiers aujourd'hui, de cette conception du texte comme une entité stable, fixe d'un exemplaire à l'autre. Si je demandais à tout le monde dans la salle d'aller lire Madame Bovary, peu importe le livre que vous achetez, peu importe quel exemplaire vous prenez, quelle édition, on va tous lire le même texte, même si on a des éditions différentes, des exemplaires différents, dans la mesure où en lisant une œuvre, on lit un texte et on ne fait pas vraiment de distinction, de dissociation entre les deux termes. Donc l'invention de l'imprimerie, puisqu'elle a contribué à fixer le texte, c'est un système véritablement révolutionnaire qui vient pallier les problèmes des autres systèmes utilisés en Europe lors des siècles précédents, la xylographie dont j'ai parlé, mais aussi le système dominant, plus répandu, qui était la transcription manuscrite. La transcription manuscrite versus la transcription mécanique, c'est en effet l'une des différences centrales entre les périodes qu'on appelle traditionnellement Moyen-Âge et Renaissance, dans la mesure où pendant tout le Moyen-Âge européen, les textes, à part ceux qui étaient xylographiés, mais qui étaient somme toute plus rares, étaient copiés, recopiés à la main, un processus long et un processus qui laisse immanquablement une place importante à la variance. Et donc, c'est mon projet d'aujourd'hui d'interroger cette variance qui est vraiment fondamentale, intrinsèque à l'acte de copie manuscrite, et voir en quoi cette variance fondamentale nous force à reconsidérer notre conception même du texte, de la textualité. Donc, je vous propose une présentation en 4 temps. Regardez tout d'abord différents types de variantes. Donc, en premier lieu, des variantes linguistiques, orthographiques, des variantes involontaires, variantes volontaires, pour finir avec quelques réflexions, voir justement ce que la variance fait au texte, à notre conception du texte. Donc, on plonge en regardant d'abord, comme je disais, les variantes linguistiques et orthographiques. Qu'est-ce qu'on entend par variantes linguistiques et orthographiques? C'est toutes les variantes qui sont liées en fait à la mobilité de l'ancienne langue française. On a globalement cette idée du Moyen Âge, une image assez romantique qui veut que les gens au Moyen Âge, ne sachant pas écrire, écrivaient au son, écrivaient ce qu'ils entendaient, ce qui est en partie faux. Évidemment, c'est vrai que la très grande majorité des gens au Moyen Âge ne savaient pas écrire, même parmi la noblesse. Mais en revanche, le travail d'écriture, donc de composition, de copie, il reposait entre des mains expertes, entre des mains de scribes qui étaient formés à l'écriture et des scribes qui avaient parfaitement conscience du décalage entre l'oral et l'écrit. Un exemple de ce décalage bien perceptible, c'est le mot cheval, le pluriel de cheval, donc chevaus, qui s'écrivait comme ça à une époque, donc avec le US à la fin, le S qui était la marque du pluriel, comme la plupart des mots encore aujourd'hui. Mais dans les manuscrits, un des raccourcis graphiques utilisés par les scribes, c'était de remplacer le US final par un X. Puis c'est pas parce qu'on prononçait chevax ou chevax, on prononçait chevaus, mais on écrivait avec le X. Et là, bon, c'est le petit moment, vous allez vous coucher plus cultivé ce soir. On écrivait avec un X,
mais éventuellement le U, puisqu'il était prononcé, va être rétabli dans la graphie, et c'est pour ça qu'on écrit des chevaux au pluriel. Et tous les mots qui terminent en ALS, comme des festivals, des carnavals, c'est des mots qui sont arrivés dans la langue après ce phénomène-là survenu à la fin du Moyen Âge. Donc, globalement, des mots comme festival, carnaval, narval qui sont arrivés plutôt au 16e siècle. Ça explique le X des terminaisons. Mais je donnais l'exemple, bon, pour le petit point de culture générale, aussi parce que c'est quand même une question qu'on se pose souvent. En tout cas, moi, en étant prof au cégep, je me fais souvent demander pourquoi ça c'est différent. Donc, là, on sait. Mais aussi pour montrer donc, qu'il y avait vraiment un sentiment de... on savait qu'il y avait une différence entre l'écrit et la langue parlée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait effectivement en ancien français une absence de normes qui permettait la variation linguistique. Ce qu'on rassemble sous l'appellation d'ancien français, c'est en réalité plusieurs états différents du français qui n'étaient pas le même selon l'endroit où il était parlé. Donc, il y avait beaucoup de variations dialectales. Là, on sait à peu près à quoi ressemblait la cartographie linguistique de la France avant le 14e siècle. Donc, vous voyez plusieurs dialectes qui coexistaient. Et il n'y avait évidemment pas d'Académie française ou d'Office québécois de la langue française pour régir tout ça. Donc, il y avait une liberté beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et cette variation dialectale, cette variation linguistique, elle est perceptible dans les manuscrits au sens où le texte ne sera pas forcément le même s'il est copié en Angleterre ou en Île-de-France, en Normandie ou en Picardie. On regarde un exemple tiré de la vie de saint Alexis, qui est un des plus anciens textes qu'on a conservé, un des plus anciens textes en français qui nous est parvenu, un texte du milieu du 11e siècle. Bon, comme vous le voyez au titre, avec la vie de saint Alexis, on est vraiment dans un texte hagiographique, donc qui raconte la vie, les miracles, la mort d'un saint, en l'occurrence saint Alexis. Et si on regarde donc la première version du texte qui est conservée dans 6 manuscrits, là j'ai sorti juste trois exemples, mais on peut lire donc pour un vers, une ligne, dans le manuscrit d'Edesheim, Tout est muets perdut ad sa colur. Donc on a ici, si on regarde juste le dernier mot du vers, O et U. Si on regarde le deuxième exemple tiré d'un manuscrit de Paris, copié au même siècle, toujours en Angleterre, bon, la localisation précise, on n'est pas certain, mais là, on peut lire « Tout est muets perdu a sa colur », et là, c'est le D qui est tombé, le mot « couleur » a un petit peu changé. Et là, si on regarde un siècle plus tard, en France maintenant, « Tot est muets perdu a sa color », donc des petites variantes qui sont minimes. On a dans tous les cas globalement les mêmes mots qui sont écrits. Ça veut dire tout a changé, tout a perdu sa couleur. Mais on voit donc des petites variantes liées au fait que le texte présente des variations linguistiques en fonction du dialecte qui était parlé, donc où le manuscrit a été copié. En fonction de ça, les mots ne vont pas s'écrire nécessairement de la même façon parce qu'ils ne se prononceront pas de la même façon. Et aussi des variantes liées à l'absence de normes dont je parlais, une absence de normes orthographiques qui viendrait uniformiser cette variation linguistique. Donc, on est face à un premier phénomène qui contribue à faire bouger le texte médiéval. On voit que ce n'est pas encore assez pour remettre en question notre conception de la textualité. C'est tout au plus une remise en question de notre rapport à l'orthographe, ce qui n'est pas minime, mais pour la question qui nous intéresse, on voit que l'édifice, il tient encore. On se déplace, si on regarde maintenant des variantes un petit peu plus lourdes d'implication, dans la mesure où elles affectent l'intégrité du texte, c'est des variantes involontaires, c'est-à-dire le résultat d'erreurs au moment de la copie.
on fait une petite expérience de pensée. J'ai écrit un texte, 200 pages, à la main. Déjà, bonne chance me lire à la main, hein, c'est vraiment des pattes de mouche. Et je donne ce manuscrit à quelqu'un dans la salle et je dis, toi dans la salle, tu es chargé de recopier mes 200 pages à la main aussi. Malgré toute votre bonne attention, votre diligence, c'est certain que sur 200 pages, il y a des erreurs qui vont se glisser. C'est presque inévitable, des petites erreurs d'inattention. On oublie un mot. Des fois, on peut même oublier un paragraphe si on n'est pas concentré. Donc, c'est certain qu'il y a des coquilles qui vont se glisser dans votre travail. Comme je disais, oubli d'un mot, saut d'une ligne, un mot qu'on lit trop vite, qu'on va confondre avec un autre mot qui, par exemple, lui ressemblerait. On regarde un exemple médiéval de ça, un exemple tiré d'un texte qui s'appelle « Le gris et le noir », qui est un texte du 15e siècle écrit par Aymon de Montfaucon, un texte vraiment pas connu là, pour le coup. Un texte donc, qui se présente comme une discussion entre un personnage qui s'appelle le gris avec un autre personnage qui s'appelle le noir, qui sont deux malheureux d'amour, puis l'essentiel de leur discussion, c'est de déterminer qui est le plus malheureux en amour. Un thème quand même assez fréquent dans la littérature médiévale, surtout pour la fin du Moyen Âge. Et là, donc, un débat à teneur allégorique. C'est un texte qui est en vers, suivant une structure de vers, donc une structure de strophe qui est variable, qui va changer à travers le texte, mais globalement, leur discussion, l'essentiel de leurs échanges, c'est des huitains, donc des strophes de 8 vers. Si on regarde un des manuscrits qui nous a transmis le texte, qui a été transmis donc par 2 manuscrits, ici on voit, je vous ai mis 2 pages, donc ici on a le recto puis le verso, oui c'est bien ça. Donc si on regarde la première strophe dans le haut, on a bien 8 vers, la deuxième ici on a 8 vers, là bon, on a les 2 premiers vers de la strophe suivante qui se poursuit sur le recto du folio. Et là, si on compte, il y en a 7, il n'y en a pas 8. Donc, visiblement, avec le changement de page, le copiste était peut-être un petit peu moins attentif à sauter une ligne parce qu'il n'y a rien qui annonce soudainement le passage du huitain au septain. Donc, pourquoi on passerait de 8 vers, des strophes de 8 vers à soudainement des strophes de 7 vers? Donc, visiblement, un oubli de sa part. Alors, ce qu'on lit dans ce manuscrit, il est vrai, mais trop a duré le loyer que j'ai entendu, de quoi grand mal est enduré pour avoir si haut contendu, et connu que loyal lui suit, et dut avoir bien tendu à me donner ce que poursuit. Donc là, c'est ce qu'on lit dans ce manuscrit-là pour cette strophe de 7 vers. Et là, si on compare avec l'autre manuscrit qui nous transmet le texte, on voit qu'il y a effectivement un vers de plus, et que là, on est véritablement avec une strophe de 8 vers. Et là, bon, si vous avez fait du moyen français, on voit que ce vers, il était nécessaire pour que ça soit syntaxiquement correct. Je ne m'attarderai pas là-dessus, hein, c'est pas promis, je ne vous fais pas un cours de moyen français ici, ça sera un plan pour que vous sortiez tous de la salle petit à petit. Donc, juste là, on voit graphiquement, visuellement, ce vers oublié. On voit aussi d'autres variantes apparaître, donc entendu qui est attendu dans l'autre manuscrit, et attendu, c'est la proposition qui est la plus logique en fonction du contexte ici. Est-ce qu'on entend un loyer? Non, on attend plutôt un loyer, une récompense, un paiement. Ici, une variante orthographique avec cette nasale N qui disparaît dans l'autre manuscrit, une inversion. Donc, vous voyez déjà, avec juste une petite strophe, 8 vers, on a quand même beaucoup de variantes qui font que quelqu'un qui lit le texte dans un manuscrit ou dans l'autre n'aura pas nécessairement le même texte. C'est ce genre de variantes qui sont extrêmement fréquentes, notamment les oublis de lignes. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Si on reprend notre petite expérience de pensée, donc vous avez copié mes 200 pages, vous avez souffert, hein, parce qu'on se rappelle, j'écris pas très bien, vous avez fait de votre mieux pour essayer de comprendre ce que j'avais écrit,
Et là, c'est à vous de remettre votre manuscrit à quelqu'un d'autre qui va être chargé de copier le texte à partir de votre copie à vous. Là, évidemment, vous avez fait des petites erreurs, des coquilles, des oublis de mots, sauts de ligne en cours de route, c'est inévitable. La personne qui prend votre travail prend donc votre manuscrit avec des coquilles, est susceptible de rajouter d'autres erreurs, parce que là, c'est d'autres erreurs d'inattention qui vont s'ajouter à cette copie-là, et qui peut-être va voir dans votre travail des erreurs et va vouloir les corriger. Mais qui nous dit qu'on va toujours corriger des erreurs en rétablissant le texte auquel moi j'avais pensé quand j'avais écrit mes 200 pages? C'est pas certain. Je vous donne cette phrase. Elle a vécu de aventure. On sait qu'il manque un mot. On l'entend, on le sent, il manque a priori un adjectif. Maintenant, pensez tout le monde au mot que vous metteriez ici pour combler, pour essayer de pallier cette erreur qui est extrêmement évidente. Est-ce que quelqu'un veut partager son mot? Belle. Folle. Merveilleuse. Périlleuse. Ah, puis là, entre belle et périlleuse, on n'a pas du tout affaire au même type d'aventure. Moi, je préfère faire les belles aventures que les périlleuses aventures. Mais oui, évidemment, on va être porté à corriger le texte, mais pas forcément de la façon dont le texte se présentait à l'origine. Un copiste aurait écrit de belles aventures, de périlleuses aventures, de merveilleuses, d'horribles aventures. On voit même des fois de très aventureuses aventures. Donc, des fois, on sentait qu'ils avaient un petit peu un désir de mettre l'accent. Évidemment, si on est dans un texte en vers, on peut s'aider avec le décompte des syllabes. Si on sait que, il est censé y avoir 12 syllabes dans mon vers, OK, on essaie de trouver un adjectif qui permet un décompte des syllabes correct. Mais si on est dans un texte en prose, on n'a absolument aucun indice sur lesquels on peut se fier. Donc, on aurait un deuxième copiste ici qui serait susceptible de faire un choix qui inaugurerait une nouvelle tradition textuelle. Et si, par exemple, je vous ai remis mes 200 pages, vous les avez copiées, vous les donnez à quelqu'un d'autre qui copie, et ensuite, on veut que le texte se diffuse, votre copie, vous la remettez à une autre personne, cette autre personne va prendre possiblement une autre avenue pour cette erreur-là, la corriger d'une autre façon, et ça va inaugurer donc des traditions textuelles parallèles. Et donc, ce type de situation où un copiste va chercher à corriger des erreurs qu'il repère dans le manuscrit qu'il copie, c'est omniprésent parce que les erreurs, au moment de la copie, sont elles-mêmes inévitables, elles-mêmes omniprésentes. Parfois, même, ce qui va arriver, c'est qu'on va chercher à corriger, des copistes vont chercher à corriger des erreurs qui est seulement perçue comme telle, mais qui, dans les faits, n'en est pas une. On regarde un autre cas de figure, là tiré du livre d'Espérance d'Alain Chartier. Donc, on est toujours au 15e siècle. Le livre d'Espérance, c'est un traité moral et politique sur le modèle de la consolation de philosophie de Boès. C'est un texte qui a été composé donc, autour de 1429. Et à un moment dans le texte, l'auteur, Alain Chartier, fait référence à Dante. Donc, Dante Alighieri, l'auteur de la Comédie, un auteur célébrissime aujourd'hui, mais qui, dans le 15e siècle français, n'était pas vraiment connu. C'est vraiment juste plus tard, après le Moyen Âge, que son œuvre va vraiment circuler. Donc, on ne regardera pas ça au complet, mais donc on voit, c'est cette mention de Dante. « Et toi, Dante, poète de Florence, si tu vivais aujourd'hui, tu aurais bien des choses à crier contre Constantin. » Puis là, il fait référence à un passage de la Comédie. Donc, on a Alain Chartier qui fait référence à Dante, un auteur donc, que les scribes ne sont pas vraiment susceptibles de connaître, parce que Dante, ce n'est pas un auteur qui est connu à cette époque. Et comme de fait, ça paraît qu'ils ne connaissent absolument pas Dante, parce que dans les différents manuscrits du livre d'Espérance, on peut lire, outre Dante avec un E, Dante, bon là on est dans des variantes orthographiques, passe encore, mais on peut aussi lire danse,
d'âme, d'une, d'autre. Donc, des variantes qui font sourire, qui sont une attestation éloquente de la méconnaissance du 15e siècle français à l'égard de Dante et de sa comédie, et aussi une attestation éloquente du travail de compensation, qui est aussi un travail d'invention des copistes, qui ici, confrontés à un terme dont ils ne comprenaient pas le sens, ils ne savaient pas Dante à quoi ça faisait référence, ont essayé d'adopter des reformulations pour donner du sens à un mot qui leur en semblait dépourvu. Donc, on voit bien avec les exemples que je présente jusqu'à maintenant comment différentes versions d'un même texte peuvent coexister. D'une part, parce qu'il y a un risque d'erreur important en raison de la copie manuscrite, et d'autre part, parce qu'on a ces interventions des copistes qui viennent pallier certaines erreurs, les vraies comme les erreurs qui sont perçues comme telles, ce qui peut contribuer à éloigner encore plus le texte du manuscrit d'origine. Les scribes copient que rarement à partir de l'original, et donc les variations par rapport à cet original peuvent s'accumuler, d'autant plus que le scribe a toujours sous les yeux juste un manuscrit, ou en tout cas c'est rare qu'il y en ait plus qu'un, et donc il n'est pas conscient de la tradition textuelle et des erreurs qui peuvent se retrouver dans le travail de ses prédécesseurs. Donc déjà, on voit qu'en raison du mode de production des œuvres, c'est-à-dire la copie à la main, le texte médiéval, il n'a pas de stabilité. Il y a intrinsèquement un problème de variation lié à la copie, dans la mesure où chaque manuscrit qui transmet une œuvre, il transmet en réalité un texte qui est différent, qui est vraisemblablement unique. Et donc, on se retrouve avec un deuxième phénomène, les erreurs et les corrections, donc les variantes involontaires. Là, évidemment, c'est des variantes volontaires, mais donc un phénomène qui contribue, contrairement au premier, à ébranler notre conception du texte, ou du moins à ébranler notre adéquation qu'on tend à faire entre un texte et une œuvre. Pour une même œuvre, et au-delà donc des variantes linguistiques et orthographiques, c'est possible d'avoir plusieurs textes, une situation, une dissociation que le troisième type de variante dont je veux parler aujourd'hui contribue à exacerber. Les variantes volontaires, parce qu'en effet, ce n'est pas tous les copistes qui limitent leurs interventions à des corrections ou à des tentatives de correction d'erreurs. Certains sont plus interventionnistes et vont délibérément changer des mots, réécrire des phrases, voire supprimer, réécrire ou rajouter des épisodes complets. Et c'est une part importante de la variance médiévale, ce phénomène-là d'intervention délibérée du copiste. À ceux qui verraient ça comme un bafouage du droit d'auteur, il faut savoir que l'autorité auctoriale, donc l'autorité de l'auteur, au Moyen Âge, elle n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Au Moyen Âge, l'auteur il a une autorité beaucoup moins forte, et c'est encore plus vrai pour ceux qui écrivent dans les langues vulgaires de vulgus, le peuple, donc dans la langue populaire, en opposition au latin, qui est la langue de l'Église, la langue comprise plutôt par une élite intellectuelle. C'est des textes écrits donc en français, en anglais, en italien, dans les langues romanes de manière générale, donc tout sauf le latin, qui ne jouissent pas du statut qu'ont certains textes d'auteurs latins, ceux d'Ovide, de Virgile, de Boèce, qui, eux, détiennent une autorité. Pour le français, du moins, les textes sont souvent anonymes et donc s'il n'y a pas de nom, le nom ne peut pas fonctionner comme une figure d'autorité. Et même quand il y a un nom d'auteur, celui-ci ne fonctionne pas vraiment comme la marque d'une propriété qui serait apposée sur une œuvre. Par conséquent, ça fait en sorte que les copistes ont un rapport beaucoup plus souple à l'identité du texte. Le texte n'est la propriété de personne. Et donc, les copistes se sentent libres d'apporter sur le texte les modifications qu'ils souhaitent, d'où cet autre type de variantes, des variantes extrêmement fréquentes. Donc, le cas sur lequel on va passer plus de temps, il n'est pas du tout marginal, c'est vraiment un phénomène qu'on rencontre extrêmement souvent.
Donc, quel est ce texte sur lequel duquel je veux surtout parler? C'est un texte qui s'appelle « Le cœur d'amour épris » de René d'Anjou. René d'Anjou qui était donc duc d'Anjou, roi de Naples aussi pendant un temps. Un texte écrit en 1457, donc on est encore là au 15e siècle, et un texte qui est conservé entièrement ou en partie dans 7 manuscrits. 7 manuscrits, c'est un nombre assez honnête pour donner une petite échelle de grandeur. 7, c'est plus que le manuscrit unique qui nous a transmis l'une des versions de la légende de Tristan et Iseult, donc une légende qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui n'a pas eu, surtout parce qu'on a perdu des manuscrits, mais qui n'a pas eu une énorme diffusion, ou du moins on n'a plus les traces de cette diffusion-là. Mais 7, c'est beaucoup moins que le grand best-seller du Moyen-Âge, le roman de la Rose, dont on va parler un petit peu aussi, qui lui était conservé dans plus de 300 manuscrits, donc là un nombre vraiment imposant. Le cœur d'amour épris, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un homme qui s'endort et en s'endormant, il rêve que le dieu amour vient à son chevet, arrache son cœur de sa poitrine, et là le cœur revêt une armure et part à l'aventure. Donc on a ici, classique fin du Moyen-Âge là encore, donc on a ici une enluminure d'un manuscrit dont on va beaucoup parler, qui est un manuscrit aujourd'hui conservé à Vienne, un des plus beaux manuscrits du cœur d'amour épris. Donc on a cette scène où Amour vient pour arracher le cœur du narrateur. Et donc, ce cœur, comme je disais, va revêtir une armure, prendre les armes et partir à l'aventure, accompagné de son principal adjuvant, Désir. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais on reconnaît le cœur, donc déjà aux petits cœurs ailés qui sont sur la robe de son cheval. Aussi, entre les deux, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, les deux ailes sur son casque, il y a un cœur là aussi. Et Désir, on le reconnaît aux flammes qui sont représentées sur sa tunique, donc le feu du désir, hein, vraiment, qui est représenté ici. Donc, on a ces deux chevaliers qui partent à l'aventure. Leur but, leur quête, c'est de conquérir Douce Merci, qui est donc la personnification du consentement de la femme aimée. Donc, on est dans un texte où les personnages, autant les adjuvants que les opposants, sont des personnifications, c'est-à-dire des incarnations concrètes de sentiments, donc d'éléments abstraits qui prennent le temps du récit corps, qui deviennent incarnés. Et donc, des personnages qui vont vivre des aventures nombreuses. Là, la scène que j'ai choisie ici, toujours prise dans ce manuscrit de Vienne, c'est le moment où le cœur et Désir veulent traverser une rivière et pour ce faire doivent affronter le chevalier Souci. Souci qui a été déployé par Mélancolie, donc une vieille naine méchante, menteuse, qui les envoie sur la mauvaise direction, qui les envoie directement vers Souci. Souci qui, lui, on le reconnaît aux fleurs, aux soucis, c'est le cas de le dire, qui sont sur son bouclier. Donc ici, un moment qui arrive assez tôt dans le récit. Sinon, le cœur et Désir vont plus tard aller assiéger le manoir de Rébellion. Ils vont aller se battre contre leur principal opposant, qui est Danger, duquel on va reparler. Donc, une œuvre qui est globalement au croisement donc, du roman allégorique avec cet arsenal de personnification et du roman de chevalerie. Avec Le cœur d'amour épris, on est vraiment avec une œuvre qui est au croisement de deux traditions romanesques, au croisement d'un double héritage. Tout d'abord, l'héritage donc, du roman de chevalerie, une revendication explicite, on va le voir, et l'héritage plus spécifiquement d'un texte qui s'appelle « La quête du Saint Graal ». Je dis référence explicite parce que l'auteur fait référence, le texte fait référence à l'univers chevaleresque, à la quête du Saint Graal dès le tout début. Donc, je vous lis en français moderne, ceux qui veulent suivre hein, sur le moyen français libre à vous. Un moyen français d'ailleurs un peu archaïsant. René d'Anjou, avec cette œuvre-là, c'est plus à reconnecter avec des anciens états du français pour justement renouer avec cet imaginaire chevaleresque. Mais enfin, je
m'en vais, c'est d'autres détails. Donc, si on lit, de même que jadis, plusieurs romans ont été faits et dictés pour assurer la mémoire perpétuelle des hauts faits et prouesses, des grandes conquêtes et vaillances de guerre, des merveilleux cas et très aventureux périls qui furent menés à bien, faits et accomplis par les chevaliers preux et hardis. De même, pour vous rendre plus compréhensible ma propre œuvre qui relate la quête de douce merci par le cœur d'amour épris, je suivrai le style du livre de la quête du Saint Graal. Donc, on a ici une assimilation entre la quête du Saint Graal et la quête de douce merci, une association qui est faite justement par des termes comme aussi et pareillement, en suivrai les termes, donc je suivrai la façon de parler, la façon dont ce texte a parlé de la quête pour parler de ma propre quête. Donc, ici, on voit que le roman de chevalerie sert d'inspiration thématique à l'œuvre, mais plus largement fournit une structure métaphorique, donc vraiment va servir de métaphore structurante, mais aussi structure en donnant son schéma narratif. Et donc, le roman de chevalerie, la quête du Saint Graal, va devenir le support du sens allégorique. On utilise globalement la quête chevaleresque comme manière de parler de la conquête amoureuse. Donc ça, c'est pour la première tradition, le premier héritage. Si on regarde deuxième tradition, je disais que c'est une œuvre au croisement de deux traditions. La deuxième, là, qui est un héritage revendiqué implicitement, c'est la tradition du roman allégorique et plus spécifiquement du roman de la rose. Le roman de la rose, qui est un texte écrit en deux temps, au XIIIe siècle, donc 2 siècles avant Le cœur d'amour épris. C'est une œuvre que j'ai évoquée un peu plus tôt pour dire, puis je le redis parce que vraiment c'est central, c'est le plus grand succès en langue française pour tout le Moyen Âge, du fait du nombre inégalable en fait de manuscrits conservés, plus de 300 comme je disais, et aussi parce que c'est une œuvre qui a contribué à fixer les codes de l'écriture allégorique et les codes de l'écriture amoureuse, à un point tel que dans les 2 siècles qui ont suivi, les auteurs écrivaient pour dire « on ne sait plus quoi dire maintenant que le roman de la rose a tout dit ». Donc il y avait vraiment un sentiment d'épuisement. Le roman de la rose a parlé de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Et ça va être le thème central de la littérature courtoise, amoureuse de la fin du Moyen Âge, donc des 14e et 15e siècles. Donc, tous les textes allégoriques postérieurs s'inscrivent dans la lignée du roman de la rose et Le cœur d'amour épris ne fait pas exception. Cet héritage, on le reconnaît à plusieurs choix esthétiques, poétiques qui sont faits. Notamment, puis je vais mentionner juste celui-là, on le reconnaît à la présence de danger, qui est le principal opposant du cœur, comme je le mentionnais, du cœur et de désir, et qui, danger, depuis le roman de la rose, exprime la méfiance de la dame. Ici, on l'a représenté dans un des manuscrits du roman de la rose, justement. On reconnaît danger à sa pilosité, il est poilu comme le sont les vilains, les non-nobles, et à son gourdin, là encore, un autre attribut du vilain. Donc, danger, là, ici, qui a baissé sa garde, qui se fait assaillir à ce moment-là. Donc, on a ce personnage qui apparaît donc, dans Le cœur d'amour épris, un personnage qui est très largement associé au roman de la rose. C'est un peu comme si vous écriviez un roman dans lequel vous faisiez intervenir Sherlock Holmes. C'est immanquablement une référence à l'œuvre de Arthur Conan Doyle. Donc, c'est un peu le même genre de mécanisme. On voit danger, ça renvoie au roman de la rose. On va revenir sur ce personnage de danger. Là, c'est surtout pour dire que Le cœur d'amour épris donc, se trouve au croisement d'une double généalogie romanesque, celle du roman de chevalerie avec le modèle de l'errance, de la quête chevaleresque, et celle du roman allégorique, dans la mesure où la chevalerie, elle est animée par des personnifications. La chevalerie fait office de métaphore structurante qui va être chargée de supporter un message plus général sur la conquête et les déceptions amoureuses. Du moins, ça, c'est la configuration de ces 2 héritages-là qu'on retrouve dans la plupart des manuscrits, dans tous les manuscrits en fait, sauf un, celui dont je veux vous parler aujourd'hui.
Un manuscrit, donc, qui est le manuscrit qui est conservé à Vienne, un manuscrit dans lequel donc les traditions desquelles l'œuvre se revendique vont se trouver reconfigurées par des variantes délibérées qui vont venir effacer l'influence du roman de la Rose au profit du roman de chevalerie. Le manuscrit de Vienne, c'est un manuscrit qui est luxueux, qui a été copié, on n'est pas certain de la date, mais assurément entre 1457 et 1477. Un manuscrit qui présente 4 mains au total, donc on est capable d'identifier les mains de 4 personnes qui ont travaillé sur ce manuscrit, 2 copistes, donc 2 personnes qui prennent en charge l'essentiel de la copie du texte, et 2 correcteurs postérieurs, donc qui vont venir, une fois le texte copié, modifier certaines choses, apporter des corrections. Donc 4 mains au total, et 4 mains qui vont, on dirait, qui se sont concertées pour effacer les traces explicites du roman de la Rose et en contrepartie, comme je le disais, accentuer celles qui renvoient au roman de chevalerie. Si on regarde d'abord ce qui arrive au roman de la Rose dans ce manuscrit, on voit que le manuscrit de Vienne, les personnages hérités du roman de la Rose ne sont pas toujours conservés. C'est un manuscrit qui va opérer une reconfiguration du système de personnification. Notamment, donc, ce principal opposant au cœur et à désir, Danger, que René d'Anjou emprunte au roman de la Rose, va avoir tendance à disparaître dans ce manuscrit, une disparition qui se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, les copistes eux-mêmes vont avoir tendance à, au lieu d'écrire le nom Danger, utiliser une autre personnification, avoir recours à un autre personnage, en l'occurrence Refus. On a un exemple ici où, dans la plupart des manuscrits du texte, on peut lire « à elle parle souvent malgré danger qui est devant », alors que dans le manuscrit de Vienne, on peut lire « à elle parle souvent malgré refus qui est devant ». Donc là, on voit vraiment danger qui a été substitué par refus, un remplacement qui n'est pas systématique dans la première partie de l'œuvre, mais qui devient dans la deuxième partie là, vraiment systématique. Danger va complètement disparaître dans la deuxième partie de l'œuvre. Le problème, c'est qu'il y avait déjà un personnage dans Le cœur d'amour épris qui s'appelait Refus. Et autre problème, c'est que Refus et Danger sont dans la même équipe, ces 2 opposants au cœur, donc ils étaient souvent ensemble, mentionnés ensemble dans un même segment, ce qui va pousser les copistes à faire apparaître une nouvelle personnification pour les moments où Danger et Refus étaient ensemble dans une même scène. Donc, pour éviter la confusion ou le dédoublement, on va avoir Discorde qui va venir remplacer Refus lorsque Refus remplace Danger. Vous me suivez? Donc, c'est une espèce de jeu un peu chat à la souris. Un exemple de ça, donc, dans la plupart des versions de l'œuvre, on peut lire par exemple « Si en a Danger grand envie, lui et Refus son compagnon », alors que dans le manuscrit de Vienne, Danger là est remplacé par Refus et Refus est remplacé par Discorde, parce qu'évidemment, on n'aurait pas pu dire « Si en a Refus grand envie, lui et Refus », c'est comme ça serait lui et lui. Donc là, clairement, ça ne fonctionne pas. Il faut faire intervenir une autre personnification. Donc ça, c'est ce que les copistes vont faire pour faire disparaître tranquillement ce personnage de Danger, entreprise que les correcteurs vont seconder, parce qu'en effet, Danger va être très souvent effacé par les correcteurs postérieurs, donc les 2 autres personnes qui sont intervenues sur le manuscrit. Et là, on parle d'un effacement vraiment littéral, au sens où, à plusieurs moments, le nom de Danger va être gratté et on va écrire par-dessus Refus ou Discorde. J'avais malheureusement pas de photo du manuscrit à vous montrer, mais je voulais quand même vous montrer à quoi pouvait ressembler un grattage sur manuscrit. L'a pris dans un des manuscrits du Cœur d'amour épris, pas le manuscrit de Vienne, là un manuscrit de Paris, où on peut lire, originellement on pouvait lire « sang Graal », donc « Saint Graal », mais avec ce mot « sang » qui intervient, donc vraisemblablement pour rappeler le fait que le Graal, dans une partie de la tradition, c'est la coupe qui a recueilli le sang du Christ, donc une tradition que René d'Anjou connaissait bien.
Mais visiblement, il y a quelqu'un qui n'a pas trop aimé voir le mot « sang » là, qui était comme « mais non, ce n'est pas le sang Graal, c'est le Saint Graal », et qui a essayé de gratter « sang ». Ici, on voit que ça a plus ou moins bien fonctionné, mais qui a essayé de réécrire « saint » par-dessus. Donc, là, ça, c'est un exemple de grattage, mais donc on va avoir ça qui va apparaître dans le manuscrit de Vienne, où le nom de danger va être gratté et remplacé par crainte, discorde ou refus. Un grattage et une correction qui deviennent systématiques à la fin de l'œuvre. Donc, les moments où les copistes avaient laissé passer le nom de danger, les correcteurs ne vont pas laisser ça passer et vont apporter les corrections qui s'imposent, du moins selon eux. Par conséquent, donc, si danger apparaît encore à quelques reprises dans le manuscrit de Vienne, il est vraiment très loin d'avoir le rôle central qu'il joue dans dans les versions les plus répandues du Cœur d'amour épris. Donc, on a vraiment une entreprise de substitution, de suppression, qui ont pour effet, en fait, d'évacuer l'un des principaux antagonistes du roman de la Rose au profit de personnifications qui n'apparaissent pas dans le roman de la Rose, discorde, crainte ou refus, qui sont des personnages donc, que le roman de la Rose ne convoque pas. Donc, en effaçant danger, c'est plus largement une influence littéraire qui s'efface, qui devient moins nette. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ce manuscrit-là pour le roman de la Rose. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de l'héritage chevaleresque, parce que ce même manuscrit de Vienne présente également une variante plus importante qui permet donc à l'un des correcteurs d'insister sur la filiation chevaleresque de l'œuvre. C'est en fait, vers la fin de l'œuvre, on a tout un passage, donc vraiment un épisode complet, qui a été gratté et remplacé par un assez long épisode qui fait la description d'un jardin merveilleux, un jardin, luxuriant, magnifique, notamment habité par des demoiselles sauvages, velues, avec du poil en or, qui boivent dans une fontaine de lait. Donc, vous voyez ce genre de scène absolument merveilleuse. Et donc, on a ce jardin que le cœur et désir vont visiter. Et c'est un jardin donc, qui est largement placé sous le signe d'Arthur et de ses chevaliers, d'Arthur et de son univers. Déjà, on a donc l'une des demoiselles qui révèle au cœur et à désir le nom du jardin en disant « Sachez et tenez pour vrai que ce parc que vous voyez a pour nom le parc enchanté. » Donc, un parc qui est enchanté par définition. Enchanté pourquoi? Parce qu'il aurait été créé par Morgane, ce que nous dit la suite du texte. Mais la raison pour laquelle il est ainsi appelé vient de ce que, au temps de Merlin, qui vivait en Grande-Bretagne, celui-ci aima d'amour la sœur du roi Arthur, qui s'appelait Morgane, et apprit de Merlin tout l'art des sortilèges qu'on appelle l'art magique. Donc là, on a vraiment des références explicites à des personnages de l'univers arthurien. Et cette arthurianisation du lieu, vous m'excuserez le néologisme, elle est réitérée lorsque les demoiselles vont faire un rapprochement géographique entre l'Anjou, donc le lieu d'origine du Cœur d'amour épris, l'endroit d'où vient René d'Anjou, c'est le cas de le dire, et le lac qui donne son nom à Lancelot du Lac. Donc tout de suite après le passage que je viens de citer, on peut lire « Et ce fut celle-là même, donc Morgane, qui enleva Lancelot à son père et à sa mère et l'emporta dans son berceau, petit enfant, dans une vallée d'Anjou. » Vous m'excuserez la coquille, il n'y a pas de R à Anjou à la fin. Donc, dans une vallée d'Anjou, dans un coin qui a encore le lac pour nom. Donc, cette description du lieu enchanté, merveilleux, c'est aussi une occasion pour résumer, rappeler quelques aventures d'Arthur et de ses chevaliers. En quoi c'est intéressant, c'est que cet épisode ajouté, donc cette variante, je rappelle que ça, puis tout le passage qui enserre ce que je viens de citer, ça a été effectué par-dessus un grattage. Donc, on a fait disparaître un épisode du Cœur d'amour épris pour rajouter cet épisode du Jardin merveilleux. Et c'est en fait le seul épisode où l'univers arthurien il est présenté comme coexistant de l'univers allégorique dans lequel le cœur et désir évoluent.
Donc, c'est comme si les personnages, au lieu d'être dans l'univers allégorique qu'ils parcourent habituellement, donc avec justement le manoir de rébellion, le tertre dénué de liesse, ce genre de lieu-là, bien là, soudainement, ils sont dans l'univers du roi Arthur et de ses chevaliers. Donc, on a une charge arthurienne, chevaleresque, qui est absolument singulière pour ce manuscrit-là, qui apparaît donc seulement dans cette variante. Donc, des deux traditions littéraires qui alimentent et déterminent le Cœur d'amour épris, le manuscrit de Vienne, donc ces deux copistes, ces deux correcteurs, semblent avoir une très nette préférence. Il réduit la présence du roman de la Rose en effaçant la personnification qui la rendait reconnaissable, et à l'inverse, il va donner plus de poids à la filiation chevaleresque par l'insertion donc de cette aventure merveilleuse placée sous le signe d'Arthur et de Morgane. Donc, vraisemblablement, les intervenants chargés de ce manuscrit avaient une dent contre le roman de la Rose, ou du moins ils ont senti le besoin de choisir une entreprise donc, de recadrage qui est perceptible par les variantes, par le fait que le manuscrit de Vienne s'écarte des autres manuscrits de l'œuvre. Et j'en viens à la question que j'ai posée en fait dans le titre même de ma présentation. Le manuscrit de Vienne, il a beau être un manuscrit du Cœur d'amour épris, il présente un texte qui est résolument différent, qui appelle à une interprétation tout aussi différente. Quelqu'un qui lirait le texte seulement dans le manuscrit de Vienne ne lirait pas du tout la même histoire, le même texte avec les mêmes filiations, les mêmes traditions que quelqu'un qui lirait le texte dans un autre manuscrit. Sur le plan pratique, ça pose une question de taille pour celui ou celle qui voudrait éditer le Cœur d'amour épris, c'est-à-dire bien, sur quel texte on fonde notre édition, quel manuscrit on choisit, quelle version de l'œuvre on décide de mettre de l'avant. C'est un choix que les éditeurs sont constamment en train de faire. Et sur un autre plan, davantage épistémologique, ça pose une question épineuse, à savoir, le texte médiéval existe-t-il? Parce qu'à travers les différents exemples dont j'ai parlé ce soir, on voit que la question que j'ai empruntée, je le signale à un article vraiment fondateur sur la question de Patrick Morand, un article sur la textualité médiévale, cette question, elle est valide, voire incontournable, compte tenu de la variance du texte médiéval. Est-ce qu'on peut dire que le texte existe? Si on admet que le texte médiéval existe, et comme de fait, si on prend la définition première de texte, c'est-à-dire suite de signes linguistiques constituant des écrits ou des œuvres, oui, le texte médiéval existe, selon la définition d'usage, mais il faut en tout cas, si on admet que le texte existe, mettre à mal l'association qui fait qu'on a un texte pour une œuvre. L'œuvre médiévale serait par définition constituée de plusieurs textes dès lors qu'elle est conservée dans plusieurs manuscrits. Et par extension, l'œuvre médiévale, si elle est constituée de plusieurs textes, elle n'aurait pas le choix que d'être le résultat de plusieurs auteurs, c'est-à-dire tous ceux qui interviennent sur les différents textes qui vont contribuer à modifier ce texte, à engendrer des nouveaux textes. Donc, chaque manuscrit se présenterait comme un nouveau texte pris en charge par un nouvel auteur. Par ailleurs, si on admet que le texte médiéval existe, on n'a pas d'autre choix que d'admettre son instabilité. Je cite Patrick Morand qui dit « Le texte médiéval est intrinsèquement changeant, si même on peut dire qu'il existe, et l'idée d'une entité stable est un artefact de notre modernité. » Si donc, pour nous, texte, le terme texte implique stabilité, constance, fixité, la littérature médiévale ne manque pas de mettre à mal ce principe de stabilité. Et face à ce constat, on a deux options. Soit on voit cette mise à mal comme la désinvolture sacrilège des copistes, ou au contraire, on la voit comme l'expression d'une inventivité fondamentale, ou pour reprendre les termes de Bernard Cerchiglini, un grand théoricien de la variance médiévale, comme un excès joyeux, une appropriation euphorique de l'écriture. Je vous remercie.